La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus depuis cette magnifique rotonde du Palais du Grand Large à Saint-Malo pour votre TVR BPGO Business Club effectué en partenariat et en association avec Ouest France. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter cette émission spéciale Go pour son trimaran, Banque Populaire 11 sur le Rhum. Émission enregistrée aujourd'hui samedi 6 novembre. Il est 13h01, ce qui veut dire que dans un an, tout juste, dans quelques secondes, se lanceront à destination de Pointe-à-Pitre cette magnifique armada de voiliers de Formule 1 des mers pour cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Grand merci de partager ce moment fort avec nous, parterre d'invités prestigieux. Merci à tous les invités de la Banque Populaire Grand Ouest pour vivre ensemble ce moment particulier, car nous sommes impatients évidemment de voir cette Route du Rhum destination Guadeloupe se dérouler. Vous en serez l'un des partenaires importants sur l'eau, avec 32 ans de participation pour la Banque Populaire en matière de voile. Vous êtes armateur, Maurice Bourrigaud. Merci d'être à nos côtés. Vous êtes le directeur général de la BPGO. À vos côtés, Véronique Anatole-Touzé, directrice générale du CHU de Rennes. Vous êtes également la présidente du Fonds Nominé. Et nous verrons avec l'ensemble de nos invités qu'aujourd'hui, la voile véhicule et emmène sur ces bateaux de très belles associations, de très beaux partenaires en direction de l'acte médical, car là, il y a de véritables passerelles. Et puis, à vos côtés, mon compagnon notamment du vendredi pour toutes les émissions politiques, le TVR Ouest France Politique, c'est le directeur départemental de Ouest France. Merci à vous, Vincent Jarnigon, de participer à cette émission. Un grand témoin avant de dégrainer 4 plateaux successifs. Nous sommes heureux de l'accueillir. Skipper au palmarès impressionnant. Il a remporté 2 fois cette magnifique route du Rhum sur IMOCA en 2006, mais également en 2010. C'est un défenseur des océans propres et surtout un homme d'engagement et de conviction avec de très grandes valeurs. Je vous demande vraiment de l'accueillir par vos applaudissements et même vous lever. Roland Jourdain. Merci beaucoup Roland. On est très très heureux de vous accueillir sur ce plateau parce que vous véhiculez de très belles valeurs. Il y a Explore. On va vraiment avec vous envisager toutes les facettes de votre engagement dans la vie. Élu, vous avez été conseiller régional de Bretagne. Pierre Pouliquin est derrière vous. Je crois qu'il a navigué, il a vu votre bateau il y a très longtemps. Il témoignera très certainement aussi de ce que vous pouvez représenter pour la Bretagne, au-delà des territoires et des océans. On parle de cette route du Rhum. Il est à l'heure de l'enregistrement à 13h03, 13h04. À quoi on pense lorsque l'on est sur son bateau, lorsque vous étiez sur votre IMOCA et qu'il fallait franchir cette ligne, non pas avant parce que là, pénalité, pas trop derrière parce qu'on ne prend pas un bon départ. À quoi on pense ? Merci d'abord pour l'accueil. C'est vrai que dans un an, je m'en souviendrai parce que je serai et au on va départ. En parler, vous serez au départ dans un an. Les secondes qui passent là en ce moment, c'est parmi les plus tendues d'une course. C'est extrêmement dur d'une manière générale de quitter la terre pour aller en mer. Quand on prépare une course comme la Route du Rhum, avec l'événement exceptionnel que c'est et la promiscuité qu'on a sur l'eau, c'est du danger immédiat, donc on pense à la sécurité. Et qu'est-ce que c'est bon le dimanche soir, quoi.
qu'est-ce que c'est bon quand on voit plus les derniers bateaux accompagnateurs et qu'on est en route pour la chose. Mais en même temps, c'est ce qui fait la magie de la course au large, hein, c'est que c'est binaire. Parfois, c'est très douloureux et le moment du départ peut être un moment très douloureux. Mais qu'est-ce que c'est bon quand ça s'arrête? Et donc, les instants de bonheur sont très liés aux instants de douleur. Alors c'est très important de vous avoir parce que au-delà du grand navigateur que vous êtes, et vous en avez transmis vraiment de la passion aux plus jeunes, en 2007 vous avez créé l'entreprise Kéros, on en parlera tout à l'heure, c'est à Concarneau, c'était pour accompagner les projets de course au large, et en 2012 il y a ce bureau d'études également très important sur les biomatériaux. Vous avez votre fonds de dotation Explore aussi en direction vraiment de ces océans que l'on espère retrouver le plus propre possible. Mais ce qui est important, c'est qu'un tout petit mot, dans un an, ce sera le Rhum, avec un bateau, mais très vertueux, en graines de lin, c'est un peu votre... En pas fibre. entièrement, mais en fibre. En fibre. Oui, dans un an, on sera, je dis on, parce que ça serait vraiment un travail d'équipe, c'est le fruit d'un chemin commun avec toute mon équipe de Kéros et bien d'autres. Et puis l'équipe du fonds de dotation Explore, un chemin parcouru professionnel finalement sur 10 ans, sur 15 ans de réflexion, parce que coureur au large, on peut dire que c'est pas un métier encore aujourd'hui, c'est une passion qui amène à se structurer, à se professionnaliser, mais on le fait pour la plus grande partie d'entre nous quand même par goût et par amour d'être sur ce terrain de jeu qui n'a pas de limite, qui n'a pas de gradin, qui est l'environnement. Et moi, c'est le fruit d'un questionnement dans la décennie 2000-2010, à force d'accélération des choses et d'être obligatoirement spécialisé et de plus en plus pointu dans mon domaine. J'avais l'impression d'oublier quelque chose dans le sillage, c'était quoi mon impact envers la planète, mon impact envers mon environnement, que finalement j'avais un petit peu occulté avec des œillères, puisqu'on est effectivement poussé par le vent, mais c'est la résultante quand même d'une activité qui est très proche de toutes les activités humaines à terre. Et donc cette chose-là m'a amené à essayer de comprendre, donc faire le bilan carbone de notre activité en premier lieu. Ça coûte combien de faire un Vendée Globe à la planète? Et puis essayer de comprendre c'est bien, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? On savait chez nous construire des bateaux, ou tout du moins modeler ce qu'on appelle ces matériaux composites. Et en ayant un petit pas de côté, un regard sur la nature qu'on essaye d'imiter tous, parce qu'on est en bateau, ils essayent d'imiter quoi? Le profil de la nageoire de la baleine, la glisse de la peau du dauphin, le profil de l'aile de l'albatros. Les bateaux volent aujourd'hui, Archimède a pris sa retraite. Et la nature, elle sait très bien faire tenir tout ça debout depuis des milliers d'années, depuis le début. Et elle est parfaite dans l'économie circulaire et dans les circuits courts. Mais nous, on a encore beaucoup de boulot à apprendre. Et c'est ce qui nous a amenés sur ce chemin des biomatériaux. Le lin, le chanvre ont fait la fortune de régions comme la Bretagne à certaines époques. C'est aussi la Normandie aujourd'hui. Et ben voilà comment, avec nos technologies du 3e millénaire, on peut remettre un peu l'église au milieu du village et travailler sur ces voies. Et ce qui nous amènera à présenter We Explore à la route du Rhum l'année prochaine. Ouais. On en parlera avec nos 3 chroniqueurs qui sont avec nous. Le premier reportage, alors qu'on a vu des images, Bilou, sur vos bateaux et à l'occasion de vos traversées de l'Atlantique, le premier reportage va revenir sur quelque chose d'extraordinaire. Il y a 3 ans, cette arrivée 2018 à Pointe-à-Pitre, vraiment en pleine nuit, alors que l'on pensait voir arriver en fin de journée les bateaux, et ce duel massif, IDEC massif. Regardez ce résumé de la dernière édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe, reportage signé par les équipes de TVR, Arnaud Benchetrit et Claudia Caratori. Depuis 40 ans, l'histoire de la route du Rhum est intimement liée au duel qui avait opposé Mike Birch à Michel Malinowski en 1978. Désormais, le finish entre François Gabard et Francis Joyon sera raconté dans les chaumières bretonnes et antillaises pendant des décennies. Si tout le monde connaissait les difficultés pour Gabard de faire avancer son multicoque sans safran bâbord ni foil, en revanche, tous les amoureux de la voile connaissaient les qualités de la monture de Joyon, déjà lauréate avec Franck Camas en 2010, puis Loïc Perron en 2014. Après avoir compté plus de 100 000 d'avance, le recordman du Tour du Monde en solitaire repoussait l'échéance en croyant en ses qualités de régatier. À l'approche de la bouée de Basse-Terre, véritable juge de paix, Gabard voit Joyon revenir à vue. Ça y est, Joyon, il va se le faire. Il va se le faire, Gabard. Il y avait un gros différentiel de vitesse et je me dis, il va se le faire.
Le dieu Éole choisit de scotcher le doyen et c'est le plus jeune des deux marins qui vire en tête à la bouée en forme de bouteille avec 17 minutes d'avance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui ouvre la porte. Il part vers Marie-Galante, il ouvre la porte à Joyon. Je me suis dit, il a fait une boulette. Nombreux pensent que la messe est dite. C'est mal connaître Francis Joyon qui coupe au plus près de la côte pour revenir puis dépasser dans la nuit son jeune adversaire. François Gabard, qui a fait le choix de prendre le canal des Saintes en direction de Marie-Galante, puis de virer en espérant ne réaliser qu'un seul bord, est désormais le chasseur après avoir mené la course quasiment depuis le départ de Saint-Malo. Massif est maintenant lancé et malgré un vent paradoxalement si faible pour des engins habitués à voler sur l'eau, la scène devient ubuesque lorsque les deux ultimes se retrouvent au coude à coude à seulement un petit mille de la ligne d'arrivée. Bon voilà, comme tout le monde, je suis complètement désabusé, je ne sais plus. De toute façon, le journal est parti, je ne sais plus quoi penser. Et je me dis, bon on verra demain. C'est à ce moment-là que Francis Joyon fait pivoter son île export. Une brise plus tard, il remporte la route du Rhum destination Guadeloupe avec un nouveau record de 7 jours, 14h, 21 minutes et 47 secondes. François Gabard limite 7 minutes et 8 secondes plus tard pour écrire l'histoire. Je pense pas dire de bêtises, mais il n'y a aucun bateau qui a gagné 3 fois la route du Rhum. C'est jamais arrivé. Je suis content aussi pour le bateau. Voilà. Il fallait réussir à passer sans casser le bateau. Et j'ai failli plusieurs fois casser le bateau moi aussi, quoi. Et c'est vrai que quand on a une victoire après avoir passé de nombreuses éditions, on la savoure d'autant plus. Peut-être que demain j'aurai la gueule de bois, j'en sais rien, mais là je trouve que c'est chouette, quoi. C'était vraiment une belle course. Imagine, il n'y a pas Francis sur cette course, ça aurait été horrible, quoi. Je serais là, je ne sais pas ce que je vous raconterais. J'ai traversé l'Atlantique avec un bateau cassé. Voilà. Et c'est à peu près tout. Ce qui se dit, ça ne serait peut-être pas changé grand-chose, mais tu vois, s'il n'y avait pas eu ça, ouais, l'expérience, elle aurait été vraiment rien à voir. Il y en a quasiment des frissons lorsque l'on revoit ce final. Il sera avec nous tout à l'heure, Fabrice Tomaso, le directeur du marketing et de la communication du groupe IDEC. Ça a dû encore vibrer et le palpitant a dû encore être bien remué en voyant ces images. Nous avons un quart d'heure pour questionner Roland Jourdain. On va démarrer, Maurice Bourrigaud. Avec plaisir, Roland Jourdain. J'étais à 50 mètres de ce duel à l'arrivée sur l'eau, c'était absolument extraordinaire. Des belles personnes à l'arrivée, ce sont d'abord une épaisseur humaine qui s'exprime. Vous êtes vous-même une belle personne, vous êtes un homme d'innovation également, et laquelle vous pousse le plus, vous tire le plus vers le grand large. Qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur de vous tous les matins ? C'est une bonne question, ça. Pourquoi on se lève le matin? Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est l'obligation de défendre des causes qui sont plus grandes que nous. En tous les cas, c'est moi ma passion. Alors, on voit le duel de Francis et François, là, qui effectivement sont des belles personnes. Et en aparté, cette route du Rhum précédente, elle était incroyable parce que même dans les autres classes, en IMOCA, on a vu les problèmes d'Alex, enfin tout ça. Ils ont tous eu des jolis mots. Donc je suis content d'appartenir encore à cet écosystème qui évolue plutôt sur des valeurs humaines sympas. Je pense que moi, la différence avec ce que j'ai connu, ça fait maintenant quasi 40 ans quand j'ai commencé à ne plus penser qu'à ça, c'est que je ne savais pas. Pour moi, la planète, elle était de plus en plus grande. Ma seule course, c'était d'aller derrière la ligne d'horizon pour aller chercher des trucs en moi, chercher des trucs ailleurs, mais un petit peu dans l'exploration telle que je la comprenais dans les livres d'histoire, c'est-à-dire qu'il y aurait toujours un ailleurs avec toujours plus de choses à prendre, des poissons, des épices, de l'argent, des territoires, etc. Et ce que j'ai compris au cours de ma route, quand l'accélération de mon bateau m'a bien fait comprendre que la finitude des choses, elle est bien là, c'est que la ligne d'horizon derrière la première, c'est la même en fait. Et donc si on n'a pas bien écouté à l'école, vaut mieux faire un Vendée Globe, comme ça on voit par soi-même qu'elle est bien ronde, mais elle est de plus en plus petite, que l'équipage augmente et que les ressources dans les cales diminuent.
et qu'aujourd'hui, moi, je veux mettre ça au service, alors à mon propre service, parce que ça soigne aussi ma passion, mais qu'on soit le plus nombreux possible à en partager. Et je pense que la course au large, pour moi, c'est finalement une petite parenthèse, c'est une petite tranche de l'histoire maritime, la course au large. On a toujours voulu aller plus vite sur l'eau, des Phéniciens jusqu'à nos jours, des marins-pêcheurs à la marine de commerce ou celle de guerre. Mais maintenant, on a compris qu'on est dans un jardin qui est clos et qu'il faut mettre ce nouveau paramètre dans le monde de la course au large et de l'histoire maritime, parce que on a toujours tout découvert par la mer avant de savoir voler. Et donc je pense qu'on a entre les mains, en tous les cas au niveau sportif, au niveau de l'événement, la voile c'est pas un sport, c'est pas considéré comme un sport, on joue pas au foot tous les samedis soirs, on a déjà pas un match comme les samedis soirs, la route du Rhum c'est les Jeux Olympiques, mais on emmène avec les gens beaucoup plus que du sport et des actions sportives, on amène de l'aventure, du rêve, tout ça. Et donc moi, ce qui me fait lever le matin, c'est de me dire, mais les explorateurs du monde de demain, c'est ceux qui sont en train de nous faire découvrir comment on va vivre tous ensemble, mais tous ensemble, tout le vivant. Et donc ça pose des problèmes hyper complexes, mais des problèmes hyper concrets dans nos activités maritimes, comme dans toutes les activités terrestres. Et donc voilà, c'est ça mon moteur. Donc il y a du boulot, hein, mais tant mieux. Et vous avez une belle formule, hein, explorateur, bâtisseur d'un monde réconcilié avec la nature. Je vous cite, Roland Jourdain. Une question, Véronique Anatole-Touzé, directrice générale du CHU de Rennes et présidente du fonds Nominoé. Oui, encore bravo d'abord. Et vraiment, vous avez un parcours exceptionnel là, qui force vraiment l'admiration. Moi, je voudrais justement revenir sur ce challenge là, que vous portez finalement pour la planète, pour concilier à la fois la haute technologie et l'écologie dans la construction de bateaux. Est-ce que vous pensez que dans ce nouveau challenge, vous allez pouvoir embarquer les autres skippers, le monde de la planète nautique, ou est-ce que vous êtes pour le moment encore un pionnier parmi les pionniers? Comment vous voyez l'avenir du monde nautique dans ce domaine? Ça fait 10 ans, quand on a commencé nos travaux sur les fibres végétales, j'ai des camarades et néanmoins concurrents qui se disaient Bilou, parce que c'est mon surnom, il est parti fumer son chanvre. Ça va pas du tout, quoi. Effectivement, on est tombé, moi, ma génération, on est tombé dans une période charnière technologique où en fait on abandonnait un peu le bois, l'aluminium, la fibre de verre pour découvrir ces fibres à eau module, enfin ce carbone qui fait aujourd'hui, qui fait tout, hein, qui fait nos cannes à pêche, qui fait nos cannes de golf, qui fait nos ailes d'avion, etc. Et donc c'était un monde magique. Et ces histoires d'impact, on les associait absolument pas. Donc pour moi, c'est complètement évident qu'il faut faire des choses. Et c'est évident à plein de stades. Je crois qu'aujourd'hui, on a tous compris, le constat là, c'est comment on fait. Très directement, dans le monde de la course au large, les bateaux font des avancées technologiques fabuleuses. Aujourd'hui, elles sont financées par des entreprises qui sont bien conscientes de ces changements-là et qui ont des objectifs de diminution de CO2 et d'objectifs de diminution de réchauffement climatique. Il ne faut absolument pas que dans notre sport, on scie la branche sur laquelle on est, c'est-à-dire qu'on ait des bilans carbone ou en tous les cas des activités très impactantes au moment où les financeurs visent des courbes décroissantes. Donc il faut qu'on retrouve des nouveaux modèles. Alors, il y a des solutions techniques. Il y a un bateau, un IMOCA, donc le bateau américain Eleven Hour qui vient de se construire. On était hier en réunion ensemble, qui a fait le bilan carbone de sa construction, qu'on a pu comparer à l'impact de notre bilan carbone de ça fait 10 ans, de 10-12 ans. On est x2 aujourd'hui. En visant les mêmes objectifs, mais la pente est beaucoup plus dure à récupérer. Donc il y a des solutions concrètes, techniques, mais aussi très compliquées. Et c'est en tout cas, par rapport aux bateaux qu'on construit, aux catamarans, moi c'est le message que je veux faire passer, c'est que la technique va nous aider à faire la transition d'une manière générale sur la mer comme sur la terre. Mais si on ne change pas nos usages et nos comportements, la technique ne servira à rien. Donc ça passe par un travail de fond qui doit être à faire de chacun d'entre nous, un travail de terrain. Quand on fait voter des lois à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il y a des gens qui sont allés sur le terrain à dire bah non, on n'a pas envie que ça se passe comme ça pour cette raison, pour cette raison. Et il faut qu'on fasse avancer la législation. Ça peut passer par des grandes questions. Alors on peut parler croissance, décroissance, croissance verte, ce qu'on veut.
Tout ça, c'est les ressources dans les cales de la planète, elles vont diminuer de toute manière, donc les entreprises vont avoir à se réinventer des modèles. Alors, est-ce que la course au large doit passer un moment par la notion de ralentissement? C'est une question ouverte, versus l'impact de nos activités. Je crois que personne n'a la solution aujourd'hui. On est au milieu du gué. Et on a l'avantage, en tous les cas, dans la course au large, encore une fois, d'être au confluent de beaucoup de métiers. De la part des financeurs, du monde maritime au sens large, des réseaux économiques, territoriaux aussi, parce qu'on vit tous sur des côtes qui ont besoin de vivre. On peut décliner facilement, ou en tous les cas, ça redevient possible de parler. On a travaillé chez Kéros récemment sur un petit bateau pour mettre le modèle de la pêche à la voile en route. C'est vrai que parler voile aux marins pêcheurs, ça fait 20 ou 30 ans. La voile, c'était synonyme de douleur, parce que évidemment, ils ont tous perdu des parents ou des grands-parents sur l'eau. C'est dur de naviguer à la voile. Mais on a tellement évolué qu'il y a des choses qui peuvent se repasser. Donc je crois qu'on est vraiment dans un jeu, dans un damier, là, dont effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faut être très humble, quoi. Personne ne sait de quoi va être fait demain. On apprend peut-être plus facilement ça sur l'eau parce que ça se passe jamais comme prévu, mais il faut qu'on reste agile, quoi. Et c'est en tout cas ma philosophie. C'est des sujets très larges, il y en a des très concrets et des très, très philosophiques. Vincent Jarnigon, directeur départemental de Ouest France. Alors, la route du Rhum, ça reste une course de bateau. Vous êtes un compétiteur, donc est-ce que vous avez joué la gagne? Un compétiteur, ça joue la gagne? Oui, quand on met une ligne de départ dans les pattes et puis qu'il y a une ligne d'arrivée, oui, l'idée en plus, la destination n'étant pas désagréable, Tiponge de Guadeloupe, on est pressé d'aller le boire. Donc oui, la question se pose pas. Je pense que tout régatier, et c'est une spécificité du monde de la course au large aussi, hein, le même régatier, un Loïc Perron, un François Gabard, un Michel Desjoyaux, enfin, il y en a tellement aujourd'hui, toutes les générations confondues, va passer un week-end sur un mini transat, sur un Figaro, va partir sur son ultime. C'est la notion de vitesse n'est pas un problème dans le moment, enfin, quand il y a du jeu contre les autres, on peut naviguer sur des baignoires et s'éclater. C'est une spécificité sans doute du monde de la course au large. Donc moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Sur We Explore, je serai là pour tenter la gagne avec le bateau que j'ai. Je ne peux pas supporter de voir une voile qui est mal réglée. Mais bon, voilà, le chemin parcouru fait que moi, cette route du Rhum-là, elle est là depuis mes 14 ans, quand il y a cette photo dans Voilier Voilier et dans les autres magazines où Birch dépasse Malinowski. Mais cette année-là, moi, les deux choses qui m'ont marqué aussi, quand j'ai refait un petit peu... Alors, j'en ai pas parlé dans le canapé du psy, hein, mais il faudra que je le fasse peut-être un jour, mais c'est la route du Rhum et c'est la Moco Cadiz la même année. Et moi, ça me marque aujourd'hui. Et je dis, voilà, il faut en parler si on peut faire des choses pour éviter tout ça. Donc, je le ferai dans de nouvelles contraintes que je m'imposerai et en espérant embarquer le plus grand nombre là-dessus, mais d'une façon positive, quoi. En tout cas, c'est vrai que de rappeler que la mer est souvent le théâtre de magnifiques événements, mais dramatiques, tragiques, et nos côtes bretonnes ont énormément souffert. On pourrait parler du Torrey Canyon et malheureusement tant d'autres, hein, Pierre Pouliquin. On va regarder un reportage. On était en Guadeloupe il y a quelques instants avec cette remarquable arrivée en 2018. Vos arrivées, c'était à la Darse, hein, de Pointe-à-Pitre. Désormais, depuis 2018, c'est devant un mémorial. Il est magnifique, c'est le mémorial Acte de Pointe-à-Pitre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument voir en Guadeloupe, car il consacre au souvenir de la traite négrière et de l'esclavage. C'est le plus important au monde. Regardez, c'est un reportage signé Claudia Caratori. Le nouveau phare de Pointe-à-Pitre s'appelle le Memorial Act. Étendu sur 275 mètres à l'entrée de la rade, c'est aussi le nouveau ponton d'arrivée des skippers de la route du Rhum, remplaçant ainsi la mythique arrivée à la Darse en centre-ville. La course est arrivée à la Darse, mais maintenant les choses ont évolué. On a un tout nouveau mémorial qui rentre dans l'évolution même de la route du Rhum.
Inauguré en 2015, le MACT, comme l'appellent les Guadeloupéens, est implanté sur le site de l'ancienne plus grande sucrière des Antilles. Tout un symbole pour cet édifice majestueux de près de 8000 mètres carrés qui abrite un lieu unique au monde, le musée de l'esclavage, que son président, l'acteur Jacques Martial, faisait visiter hier à la délégation malouine. C'est ça, l'esclavage. Ce lieu qui avait besoin d'exister quelque part dans le monde est venu exister ici pour dire que cette histoire dépasse les limites et les frontières de la Guadeloupe, mais parle bien de toute une région du monde. Francis Joyon est donc le premier navigateur à inscrire son nom dans l'histoire du Memorial Act. Voilà pour ces belles images. Roland Jourdain, notre grand témoin, on profite quand même un peu après avoir franchi la ligne, même si les sollicitations sont particulièrement nombreuses. Il y a toutes les radios, toute la presse écrite, toutes les télés présentes. C'est un événement interplanétaire. Oui, bon, ça dépend du résultat, hein, évidemment. Mais oui, c'est trop bien. Alors le parterre, il est vraiment prestigieux tout au long de cette émission. Go pour son trimaran, Banque Populaire 11 sur le Rhum, dans votre TVR BPGO Business Club en association et en partenariat avec Ouest France. Nous avons 4 intervenants de grand talent. Gilles Lurton, la première question sera pour vous. Vous êtes le maire de Saint-Malo. Bonjour. Bonjour à vous, président de Saint-Malo Agglomération. Vous nous accueillez dans cette magnifique ville et dans ce très beau palais du Grand Large et cette rotonde réaménagée. Pierre Pouliquin, merci d'être avec nous. Monsieur Sport à la région Bretagne, vous en êtes vice-président. À vos côtés, Philippe Tout-le-Monde. Merci Philippe d'être présent, directeur général délégué Ouest France. Et à vos côtés, alors là je demanderai qu'on l'applaudisse dans un instant après avoir présenté Gérard Petitpas, navigateur, créateur de courses au large. Comment ne pas parler de la route du café devenue Jacques Vabre que vous avez créé en 83 qui prendra le départ demain. Vous êtes également à l'origine de la course de l'Europe et de la Transat Lorient, les Bermudes, Lorient. Vous étiez l'ami d'Éric Tabarly. Vous avez navigué avec lui. Vous avez créé tous ces Penduic. Je demande qu'on vous fasse une ovation. Gérard Petitpas. C'est un honneur de vous avoir avec nous pour cette émission spéciale. Première question, Maurice Bourrigaud. Gilles Lurton, Saint-Malo, c'est extraordinaire. Les marins, vous les préférez flibustiers ou corsaires? Oh, je les préfère évidemment corsaires. Ici, nous sommes dans la ville des corsaires et voilà, tous les marins sont un peu corsaires. Véronique. Oui, pour Gérard Petitpas, vous avez longuement navigué avec Éric Tabarly. Parmi les nombreux souvenirs et très bons souvenirs que vous avez de navigation avec lui, quel est finalement celui qui vous a le plus marqué? C'est difficile à dire. Vous savez, tous les souvenirs sont bons quand ça marche. Le souvenir le plus important, c'est peut-être justement quand ça ne marche pas, quand on a perdu notre gouvernail au milieu de l'Atlantique, avec Penduic 2, quand on faisait la course les Bermudes Copenhague. On s'est retrouvé sans gouvernail et on a été obligé d'aller rejoindre Saint-Pierre et Miquelon. C'est un très 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 bon souvenir, d'autant qu'on a découvert une terre française, mais qui est absolument extraordinaire, avec des gens d'une chaleur formidable. On se croirait presque à Saint-Malo. Vincent. Alors, une question pour Pierre Pouliquin, vice-président en charge des sports à la région Bretagne. Donc je suppose qu'une grande course au large qui parle de la Bretagne, c'est important pour l'image de la Bretagne. Est-ce que vous avez une idée des retombées économiques que ça peut produire sur la Bretagne? Alors je sais que pour la Guadeloupe, c'est beaucoup. Je rappelle qu'en 2018, il y a eu quasiment 2 millions de personnes à venir sur Saint-Malo. Et le jour où, la veille du départ, il y avait 250 000 personnes autour de Saint-Malo, sur la pointe du Groin, au Cap-Fréhel. Donc ça fait beaucoup de monde. Alors, je n'ai pas des chiffres exacts, je ne pourrais pas vous les donner. Par contre, évidemment, c'est une attractivité, c'est énorme pour la Bretagne. Pas que pendant la course, hein, c'est aussi avant, pendant et après. Roland Jourdain l'a bien dit aussi, c'est une équipe. Hein, c'est des retombées économiques maintenant sur l'économie, sur l'innovation, sur plein de choses.
Et évidemment, c'est des belles images de Saint-Malo que l'on porte jusqu'au départ. Et quand on voit les téléspectateurs, mais aussi les spectateurs qui sont tout le long du littoral à regarder, on sait que c'est l'attractivité. C'est avant tout une fête populaire de toute façon. Et c'est pour ça aussi que nous accompagnons les grandes courses en Bretagne. Et pour que l'histoire continue, parce que quand on entend le palmarès, il faut qu'on continue comme ça à faire vivre la voile, pas que sur le littoral d'ailleurs. On en fait aussi à l'intérieur des terres, et ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et il est vrai que depuis ce début de mandat, nous avons pris un engagement pour que tous les jeunes Bretons qui n'ont pas leurs 18 ans ou qui vont avoir leurs 18 ans puissent avoir goûté la mer et puissent avoir été sur la mer dans leur vie. Alors c'est vrai que c'est un engouement incroyable. Dernière route du Rhum destination Guadeloupe, il y avait ce village qui a battu tous les records. Je salue Claude Renoux qui était maire de Saint-Malo à ce moment-là. Pour vous poser la question au nouveau maire de Saint-Malo, Gilles Lurton, lorsque l'on accueille autant de personnes sur son territoire, lorsque cette épreuve, et on voit ces images suivies par plus de 2 millions de personnes, on est forcément fier d'afficher les couleurs d'une ville, les couleurs d'un territoire. C'est fabuleux. Bien sûr, c'est fabuleux. C'est aussi tout un travail qui se prépare largement en amont. Nous avons commencé à préparer la route du Rhum du 6 novembre 2022 dès le mois de juillet 2020. Nous nous sommes mis au travail parce que nous savons qu'il y a toute une série de choses à réaliser et nous souhaitons que cet événement soit une grande réussite comme elle l'a été à chaque fois par le passé. Cette route du Rhum, elle a une renommée internationale. C'est quelque chose qui met les phares sur Saint-Malo pendant plusieurs jours. Eh bien, nous avons cet objectif que ces 15 jours qui précèdent la course, ce départ, la course qui suit, parce qu'ici, les gens vivent la course jusqu'à son arrivée, c'est quelque chose de très important, eh bien, elle puisse rayonner bien au-delà de la route du Rhum. C'est une marque de territoire sur laquelle nous travaillons actuellement et nous voulons vraiment en faire quelque chose qui marque Saint-Malo pendant toute la période entre chaque route du Rhum. J'ai rencontré le président du conseil régional de Guadeloupe il y a une dizaine de jours, je le connais bien puisque... Harry Chalus, qui était... Harry Chalus, oui, il était parlementaire, il était député avec moi à l'époque et donc je pense qu'il a la même ambition pour la Guadeloupe. En tout cas, c'est ce qu'il m'a exprimé. Maurice. J'ai une question pour Gérard Petitpas. J'ai une énorme admiration pour Gérard Petitpas. J'aimerais parler de l'association Tabarly aussi, parce que dans toutes les innovations et les créations de Gérard Petitpas, il y a aussi cette aventure des Penduics. Vous êtes venu, le bureau de l'association s'est réuni hier soir ici à Saint-Malo. Merci à eux d'être présents. Penduic 3 est ici à Saint-Malo. Qu'est-ce que ça évoque Penduic 3 pour Gérard Petitpas ? Ça évoque beaucoup de choses, Penduic 3, parce que c'est quand même... D'abord, c'est le premier bateau d'Éric, c'est lui qui l'a dessiné, qui l'a conçu, qui l'a fait construire, qui a choisi le matériau, qui a choisi son équipage. Et cet équipage, c'était assez fabuleux, parce qu'on était 9 à bord, et on a eu la chance de courir 7 grandes courses en 1967. Le bateau venait de naître, puisqu'il était né au mois de mai 67. Et dans cette année 67, on a couru 7 courses internationales, en France, en Angleterre, en Suède et en Australie. Et on a eu la chance de gagner, enfin la chance, non, on a gagné les 7 courses parce qu'on avait certainement à l'époque le meilleur équipage possible. Véronique. Oui, une question à Ouest France, peut-être. Donc le journal accompagne la course depuis des années et un vecteur de promotion de la Bretagne, du territoire, de cette magnifique course nautique. Donc comment vous voyez l'avenir, Ouest France et la route du Rhum ? Vous avez raison, on accompagne les petits et les grands événements, et les petits, on espère toujours qu'ils deviennent des grands événements, et je pense que c'était ce qu'on avait comme intuition en 78 à la première route du Rhum. On va être à la 20e édition. On a aujourd'hui la chance d'avoir non seulement le journal et le papier avec Voiles et Voiliers dans le groupe, le marin aussi dans le groupe, mais on a également des radios. Et on a depuis quelques années maintenant Internet qui nous donne la possibilité de diffuser très 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 largement cette valeur ajoutée. Avec l'Internet, c'est non seulement l'écrit, mais c'est aussi du son.
et c'est aussi de l'image. Et on sera associé avec TVRN comme nous le sommes aujourd'hui pour l'ensemble des citoyens et le plus largement possible. Et on en touche 3 300 000 différents tous les jours avec notre plateforme Internet. Faire découvrir et faire partager cet événement tout au long de sa durée. Et aussi, il ne faut jamais oublier, le service, ça a été rappelé tout à l'heure, 2 millions de personnes sont venues sur les pontons. Il faut aussi leur apporter le service, comment les guider pour qu'ils passent un bon moment facile pour accompagner les skippers qui, je pense aussi, puisent de l'énergie avant le départ quand ils voient ces citoyens et ces passionnés qui viennent vous encourager. Vincent. Une question pour monsieur le maire de Saint-Malo que je vois derrière Roland Jourdain. Est-ce que vous allez aller en Guadeloupe à l'arrivée, monsieur le maire? Est-ce que vous allez aller en Guadeloupe à l'arrivée? Parce que c'est toujours un grand moment. On a des décisions à prendre là-dessus au sein de mon équipe. A priori, il n'y a pas de raison que je n'y aille pas. Oui, nous allons voir ça entre nous. J'ai un premier adjoint qui travaille beaucoup sur la route du Rhum. Je l'ai chargé de la direction des comités de pilotage que nous avons mis en place. Il s'investit beaucoup et je souhaiterais aussi qu'il puisse y être. En tout cas, voilà. Nous verrons. Nous avons encore le temps de décider de cela. C'est en discussion actuellement. Mais je n'ai pas aujourd'hui la réponse définitive. En tout cas, j'espère y aller. Je le souhaite. Roland, notre grand témoin peut aussi poser des questions à nos invités. Hein. Vous avez une question à poser à... Non, mais monsieur le maire, venez en bateau. Enfin, venez. Vous êtes obligé d'y aller, de toute façon. Vous savez, j'ai eu la chance de faire, grâce à notre ami, une traversée sur le bateau de Francis Joyon il y a quelques semaines, quelques mois. Et vraiment formidable, quoi. Bravo. Faites attention, parce que quand on commence, on peut s'arrêter. Hein, oui, tout à fait. Bateau mythique, effectivement. Nous allons poursuivre le déroulé de cette émission. J'ai une dernière question à vous poser, Pierre Pouliquen, concernant vraiment l'impact. Lorsque l'on parle sport en région Bretagne, on pense au vélo, on pense à la voile et on pense au football. Et très souvent, dans cet ordre-là, c'est-à-dire que la voile, c'est quelque chose de très important qui même, des fois, devance l'impact médiatique et aussi populaire du football. C'est avant tout des valeurs communes. Hein. On a parlé tout à l'heure de solidarité, d'esprit d'équipe, d'engagement. Aussi, parce que l'engagement est fort pour pouvoir déjà préparer et partir sur une course comme la route du Rhum. Alors après, c'est vrai que la voile, évidemment, le vélo, évidemment, c'est dans l'ADN, mais je crois que le sport, en général, c'est dans l'ADN de la Bretagne. Et on peut voir dans d'autres sports que ça se développe de plus en plus. On a des équipes professionnelles dans tous les sports collectifs, etc. Mais c'est vrai que la voile, c'est avant tout une pratique au quotidien, c'est-à-dire que tous les jeunes, en fait, on va tous vers la mer. Moi, je réside au centre Bretagne, donc c'est vrai que je connais un peu plus la pêche et les rivières, mais on va au moins 2, 3, 4 fois par an quand on est petit, voir la mer, voir les bateaux, etc. C'est magnifique, et puis je crois que c'est surtout très émotionnel. Quand vous voyez l'arrivée, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Même les journalistes et les professionnels en sont émus et n'arrivent plus à trouver les mots, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que la page, elle n'est pas déjà écrite. C'est qu'on ne sait pas. Donc voilà, on est tous derrière et c'est admirable. Enfin, moi, vous parliez tout à l'heure de cette rencontre que j'ai eue avec Roland Jourdain, qui n'a rien à voir avec la politique, qui n'a rien à voir avec le sport. C'est un copain qu'il a rencontré à la Cille, qui faisait de la tuyauterie, qui lui a fait des chandeliers de bateau pour partir sur un Vendée Globe. Et j'ai visité le bateau. Et quand j'ai vu la taille en dehors, dans le hangar, de voir des personnes seules là-dessus, voilà, ça force à l'admiration, tout simplement. Et le respect. Merci. En tout cas, nous allons poursuivre le déroulé de ce Go pour son trimaran Boc Populaire 11 pour le Rhum avec un autre reportage. Ce reportage, vous allez le voir, il est assez intéressant et émouvant toujours. C'est émouvant d'aller interroger un navigateur, un skipper à quelques jours du départ d'une course. Alors, il est focalisé bien évidemment sur ce Rhum 2022, mais avant cela, il y a cette course, cette fameuse
fameuse course du café chère à notre ami vraiment Gérard Petitpas qui est avec nous ce soir. Vraiment, vous avez souhaité rencontrer et nous permettre, Maurice, d'être avec Armel Lecléache qui va skipper vraiment ce fabuleux bateau dans quelques minutes, quelques heures maintenant depuis Le Havre. Ce sera demain dimanche. Écoutez, Armel Lecléache, c'était sur les pontons de Lorient. Eh bien, en pleine forme, toute la préparation se termine ici à Lorient avec le team Banque Populaire. On a mis à l'eau cette année un nouveau bateau, un grand trimaran Banque Populaire 11. Et donc on va être sur la ligne de départ effectivement demain pour vous, nous dans quelques jours, pour prendre le départ de cette Transat Jacques Vabre avec Kevin Escoffier. C'est le grand rendez-vous de la saison. Et moi je me sens en forme, je me sens prêt, on a hâte de voir ce que ça va donner sur cette grande traversée de l'Atlantique. Ce bateau est magique, on est très heureux de naviguer dessus avec toute l'équipe depuis quelques mois. On a commencé au mois d'avril, ensuite on a eu une belle tournée en Méditerranée, notamment pour certaines banques populaires du bassin méditerranéen et aussi au niveau d'Arcachon, donc dans le sud-ouest. Donc c'était très sympa, on a pu à la fois allier les entraînements techniques, mais aussi la présentation du bateau à un maximum de collaborateurs, de clients et du public qui était très nombreux. Et puis là, on est vraiment dans la préparation de la Jacques Vabre et puis on a déjà un petit œil sur la saison 2022. Alors cette Jacques Vabre, elle est en équipage avec Kevin Escoffier. C'est une très belle histoire d'avoir Kevin vraiment à bord parce que lui aussi, c'est une histoire avec Banque Populaire. Oui, Kevin a fait partie du team Banque Populaire pendant plus de 10 ans. Il était déjà là quand moi je suis arrivé en 2011. Il s'occupait du bureau d'études. C'était lui le responsable de toute cette équipe d'ingénieurs et de designers pour notamment proposer des idées et participer à la construction des 3 bateaux sur lesquels j'ai navigué ces dernières années, notamment le bateau avec lequel j'ai gagné le dernier Vendée Globe, et puis bien sûr cet ultime sur lequel on navigue aujourd'hui. Donc il avait vraiment une part très importante au niveau des connaissances de ce bateau, et puis en plus c'est un excellent marin qui a navigué sur multiples supports, en équipage, en double, et aussi en solitaire, notamment récemment sur le Vendée Globe cet hiver, même si ça ne s'est pas forcément terminé comme il l'espérait, mais il était très, très motivé pour venir naviguer avec nous et avec moi. Il a participé à quasiment toutes les navigations cette année à bord de Banque Populaire 11. Et puis on a à cœur de faire une très belle course, tous les deux, on est très motivés, impatients. Et 2 véritables compétiteurs à bord de ce Banque Populaire 11. Vous y allez forcément pour la gagne. Mais si on se projette vraiment dans 1 an, date de cet enregistrement de cette émission, il y aura le départ de la route du Rhum. Là aussi, c'est un rendez-vous qui est majeur et je sais que pour vous, c'est un rendez-vous que vous souhaitez absolument aborder dans les meilleures conditions pour remporter cette épreuve mythique. Oui, l'objectif clairement avec Banque Populaire et toute mon équipe, c'est de gagner la route du Rhum l'année prochaine. C'est un projet ambitieux avec un bateau performant, donc on se donne les moyens d'y arriver. La Jacques Vabre est une étape dans ce projet. Nous, l'ambition, c'est d'arriver en Martinique, de faire une belle course. Si tout s'aligne bien, on ne sera pas loin de faire une belle place, pourquoi pas la victoire. Mais clairement, oui, l'objectif, c'est l'année prochaine, 2022. C'est un rendez-vous très important. On avait vécu une route du Rhum 2018 très difficile, douloureuse, avec la casse de notre précédent trimaran. Et on se prépare activement depuis. Et on sera très heureux d'être à Saint-Malo, de rentrer dans le bassin, parce qu'on aura l'occasion de rentrer avec les bateaux dans le bassin, c'est prévu, pour le présenter au public, qui sera, je l'espère, encore très nombreux comme il y était il y a 3 ans. Et puis l'objectif, c'est d'arriver en Guadeloupe et d'essayer d'avoir cette victoire qui manque à mon palmarès, que Banque Populaire a déjà gagné avec Loïc Perron en 2014, mais on aimerait bien sûr y arriver de nouveau. Et merci à Armel Lecléache pour sa belle disponibilité. Nous allons à présent envisager le 3e temps de cette journée consacrée vraiment à ce lancement du Go pour le Rhum avec ce Banque Populaire 11, avec une classe vraiment des ultimes qui souvent focalise évidemment l'attention de tous et de toutes, car ce sont les bateaux les plus rapides. Alors avec nous, on
on a vraiment un plateau qui est remarquable et j'aimerais saluer Patricia Brochard qui est la présidente de la classe des ultimes. Merci et bonjour Patricia, vous êtes en direct depuis Le Havre car Sodebo et en tout cas tous ces bateaux de classe ultime vont s'élancer pour la route du café. Merci d'être avec nous. Peut-être une question de Maurice Bourrigaud. Patricia Brochard, bonjour. J'ai une bonjour question. À tous déjà. Bonjour Patricia. J'ai une question que je vais poser également à Armelle. Vous avez une fidélité avec votre skipper qui est remarquable. C'est une histoire d'amour. En tout cas, c'est une longue histoire d'hommes, puisque nous avons un partenariat avec Thomas depuis 1998, donc ça va faire maintenant 23 ans. Et c'est ça qui est important dans la construction de notre projet, c'est que ce soit un chemin qu'on construit ensemble. On n'est pas là juste pour, à un moment, gagner des courses, même si ça reste un objectif, mais on est là pour construire un chemin qui va nous conduire et qui va nous apprendre pour justement faire ces magnifiques courses, mais dans un esprit collectif, puisque, comme vous l'avez dit également, on a l'ambition d'avoir un programme pour nos bateaux qui s'engage maintenant sur la durée. Et on est très fiers de ça, puisqu'on a 5 bateaux au départ de la Transat Jacques Vabre. On en aura plus au départ de la route du Rhum. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est ce travail qu'on fait tous en commun pour être présent l'année prochaine et pour avoir passé les années un peu plus difficiles qu'on vient de vivre et pour autant se retrouver ensemble aujourd'hui. Donc c'est ces histoires humaines en fait qui nous motivent et qui sont un peu notre moteur à tous. J'aimerais remercier également Fabrice Tomaso. Vous êtes le directeur marketing et de communication du groupe IDEC. On entendait Patricia Brochard parler de fidélité avec son skipper. C'est le cas aussi pour le groupe IDEC et Francis Joyon. Exactement, c'est le cas puisque ça fait maintenant 18 ans que le groupe IDEC est avec Francis Joyon. Et comme le disait Patricia, c'est vrai que les belles aventures, elles s'écrivent dans le temps. Et on voit que cette dernière victoire, en fin de compte, sur la route du Rhum, a été le fruit de toutes ces années, en fin de compte, passées ensemble. Et on l'a vu aussi tout à l'heure, vous avez parlé d'émotion, et c'est vrai qu'en revoyant les images tout à l'heure, l'émotion, le poil s'est un peu hérissé tout à l'heure, un peu. Ça fait partie du développement durable. Hein. Ça fait partie du développement durable. Exactement. Exactement. Et j'aimerais saluer, et puis nos 3 chroniqueurs vont pouvoir poser toutes les questions aux 3 nouveaux invités. J'aimerais saluer Samuel Tual, lui également en direct par visio depuis Le Havre. Merci beaucoup Samuel d'être avec nous. Vous êtes le PDG d'Actual. Pour vous aussi, c'est très important. Et fidélité également avec le skipper d'Actual maintenant depuis de très nombreuses années. Oui, effectivement. Je suis partenaire de DIV depuis 20 ans maintenant. Et donc, effectivement, je vais paraphraser ce qu'a dit Patricia, mais c'est des histoires qui s'inscrivent dans le temps. L'activité du groupe consiste à dénicher des talents. Donc là, on est allé chercher un jeune talentueux et qu'on a eu le plaisir de faire grandir au fil de ces années avec un support qui a évolué en même temps que lui. Et quand je regarde la performance de l'entreprise, on a une évolution entreprise qui est assez corrélée d'ailleurs au projet sportif. Donc tout ça, ce sont des démarches gagnantes-gagnantes. Et effectivement, ce sont des rencontres d'abord et puis de la fidélité et des engagements qui sont tenus de part et d'autre. Et c'est ça qui permet de raconter et de construire de belles histoires. Véronique. Oui, justement, je voulais vous poser cette question sur à la fois votre engagement partenarial sur le mécénat dans cette course et en même temps les valeurs que vous portez au niveau de votre entreprise et la manière dont finalement la crise, le post-Covid, l'ère post-Covid impacte la manière dont vous pouvez promouvoir ces valeurs au niveau de vos salariés en lien avec cette grande course. Comment est-ce que vous voyez l'évolution finalement de cette politique de mécénat dans cette nouvelle ère post-Covid vis-à-vis de vos salariés ? J'ai été très, très sensible à ce que nous a présenté Roland Jourdain tout à l'heure sur les enjeux, enfin la cause qu'il défend et le sens qu'il donne à la course au large dans son projet. Et je crois que
Évidemment, il y a une dimension sportive, il y a une notion de compétition, mais effectivement, la prise en compte des enjeux environnementaux aujourd'hui n'est plus une option pour les entreprises. Et donc aussi sur ce type de support, c'est une nouvelle dimension que l'on doit intégrer. Et finalement, c'est pas si... Enfin, il y a des enjeux évidemment techno et des défis à relever pour limiter notre empreinte carbone, mais on a la chance d'être sur une discipline qui se prête bien à l'exercice, puisqu'on est finalement confronté aux éléments. Et la mer, de ce point de vue-là, on a des choses très intéressantes à raconter. Après, par rapport à la crise que l'on vient de traverser et la brutalité de ce qui s'est passé, moi j'avoue que l'expérience du sponsoring sportif et de la course au large m'a beaucoup servi dans l'entreprise pour mon management, parce que l'expérience a montré que ce n'est pas dans la période difficile qu'il faut changer de stratégie. Au contraire, il faut garder le cap. Et puis, pour ceux qui connaissent justement la transat, les transats, il y a cette fameuse zone du poteau noir qui est souvent problématique à passer. Et on sait que ce sont les premiers qui sortent du poteau noir qui ont potentiellement pas gagné la course. L'entreprise, en période Covid, c'était la même chose. Il fallait rester agile, se préparer, continuer à garder le cap, et puis surtout se mettre en activité tout de suite pour essayer de sortir le plus vite possible de cette situation de crise dans laquelle nous étions. Et donc il y a eu beaucoup de similitudes entre tout ce qu'on peut expliquer sur ce que l'on vit dans la course au large, au moment où les collaborateurs de l'entreprise ont été impactés par la brutalité de cette crise. Et donc ça m'a beaucoup servi. Roland, juste un petit mot pour les non-initiés. Cette zone du poteau noir, c'est quelque chose qui est incroyable. Alors souvent même, c'est le ciel, c'est dantesque, hein, ça peut passer du bleu quasiment à l'orage, mais il n'y a plus de vent, on n'avance plus. Et on peut rester là scotché des heures et des heures. Oui, des jours, alors c'était le cas, alors moins les bateaux vont vite, plus ils sont plantés, c'est vrai que les ultimes passent encore, mais c'est vrai que cette convergence intertropicale, hein, c'est sur l'équateur, c'est un équateur météorologique en fait, entre l'anticyclone des Açores et l'anticyclone de Sainte-Hélène, donc ça peut être un bazar. Il est triangulaire, il est plus large du côté de l'Afrique que de l'Amérique, et il faut se débrouiller pour passer là-dedans. La dernière transat Jacques Vabre, l'équipage Jérémy Bayou, Christopher Pratt avait payé pour voir, parce qu'ils étaient rentrés avec 400 000 d'avance, il me semble, et sortis avec 200 000 de retard, quoi. Donc il y a encore des grosses surprises, même si aujourd'hui la météo nous aide un petit peu, mais la glorieuse incertitude du sport est encore là. La science ne fait pas tout, et le poteau noir en est un bel exemple. Ouais. Mais c'est une belle image, je trouve, l'image de l'entreprise, effectivement. Enfin, le langage maritime se prête beaucoup à tout ça, mais l'image du poteau noir, c'est vrai que je l'avais pas, et le premier qui sort, en général, il s'en sort bien. Ouais. Il s'en sort bien. Vincent. Moi, j'avais une question est-ce que je peux poser une question à un chroniqueur, parce que Maurice, sur la BPGO, c'est le risque zéro de casse n'existe pas. En amont, il y a des millions d'euros qui sont investis dans ces Formule 1 des mers. Comment on fait pour anticiper ou pour assurer un bateau comme tous ces gros bateaux? Comment ça marche? Bien, c'est compliqué. C'est compliqué, je crois qu'on pourrait demander à Samuel Toile comment il fait lui-même pour assurer son bateau, ou à Patricia Brochard. En effet, c'est compliqué. Voilà. Et les mécanismes d'auto-assurance sont plutôt la solution, parce que ces Formule 1 des mers, c'est difficile à assurer. Ces Formule 1 des mers sont assurées évidemment pour leur responsabilité civile, pour les personnes, etc. Mais pour la matière elle-même, c'est plus compliqué à assurer aujourd'hui. Les sommes en jeu sont assez significatives. Le bateau d'Armel Lecléache, c'est 150 000 heures de travail, c'est de la plus haute technologie, c'est de l'innovation de partout. Et je te remercie, cher Vincent, pour ta question. Alors, une question que je vais poser à Patricia Brochard. On parlait justement de la fidélisation des grands groupes, et c'est le cas avec leur skipper pour Banque Populaire, pour IDEC, pour Sodebo, pour Actual. Patricia Brochard, même lorsque l'on croit en un skipper, même en cas d'avarie, ça avait été votre cas au large de l'île de Bas avec Thomas Coville, eh bien, problème, c'est pas grave, on remet à la course suivante. Et je crois que les ultimes que nous avons choisis aujourd'hui montrent bien, en tout cas pour ces 4 bateaux, ces géants, ces Formule 1 des mers, eh bien, il y a une volonté d'être dans la fidélisation. Je crois que c'est très important, Patricia Brochard. Alors effectivement, c'est très important, et on l'a démontré là avec
les exemples que vous avez donnés d'une grande longévité et de partenariats qui durent. Et je crois que quand on s'engage dans le sponsoring voile, il faut avoir ça en tête. On n'achète pas un espace, on ne fait pas de l'achat d'espace qui permettrait d'avoir une retombée quasi sûre. Là, c'est au contraire, et c'est bien pour ça qu'on le fait aussi, c'est qu'on a autre chose à raconter. Évidemment, le bateau, c'est notre porte-drapeau, mais c'est un porte-drapeau qui permet de se mettre aussi un peu à nu et d'expliquer qui on est, quelle entreprise, enfin les valeurs que porte l'entreprise. Et sinon, on ne s'engagerait pas dans cette voie-là. Et quand vous racontez un peu l'histoire avec Thomas, c'est évidemment, et c'était assez drôle parce qu'au moment où il y a eu cet incident majeur, il y en a plein qui venaient nous voir et qui nous disaient « Mais comment ça se fait que vous continuez avec ce skipper? Vous auriez l'occasion d'en trouver d'autres. Pourquoi vous n'avez pas changé après toutes ces années, là où on a bien vu que c'était un petit peu plus compliqué ?» Et là, au contraire, nous, c'était plutôt de l'idée de se dire, et on fait les parallèles aussi avec l'entreprise, évidemment, à ces moments-là, c'est l'idée de se dire, bien, on est ensemble et en fait, on va grandir et évoluer ensemble, comme a fait remarquer fort justement Samuel. Et c'est justement au travers de ces éléments un peu forts et certainement un peu difficiles qu'on peut se reposer des questions et se dire, mais comment on veut avancer demain et qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'il faut qu'on ajoute à notre projet pour en sortir un peu grandi. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Thomas, en se disant on va continuer, mais on ne va pas continuer comme avant. On va faire quelques changements, il va falloir qu'on travaille sur certains sujets de façon à ce que cette histoire qu'on vient de vivre ensemble construise un nouveau chemin et qu'elle nous serve d'expérience. Et le parallèle, il est exactement le même sur ce sujet-là entre la voile et notre projet, et évidemment avec l'entreprise, où c'est jamais un long chemin tranquille. C'est toujours, on gère en permanence des dilemmes, on gère des écarts, on gère des objectifs non atteints, ou au contraire qui sont atteints plus rapidement et qui posent d'autres problèmes. C'est ça notre projet globalement aussi, c'est d'apprendre les uns des autres. Et pendant toutes ces années, on a fait de nombreux parallèles. On a fait des séminaires avec Thomas qui expliquent comment il gère au quotidien son projet et comment, quand il est en course, justement, tout le travail qu'il a fait en amont lui permet de gérer une forme d'incertitude, tout en restant justement en éveil. Donc tous ces projets-là, ils ont ce sens-là qui est d'être à la fois le porte-drapeau, mais aussi inspirant pour les projets autres de l'entreprise, mais aussi pour l'extérieur, pour faire rêver et pour se dire que tout est toujours possible et que les hommes, ils ont une ressource et des capacités infinies et que chacun à son niveau peut grandir et mener des projets auxquels il n'aurait sans doute pas pensé quand il était jeune. Merci en tout cas pour ces propos très riches, de forte portée. Tenez, puisque nous parlons de bateaux IDEC, Sodebo, Banque Populaire 11, et puis également Actual, un moment toujours très important pour un bateau, c'est le moment du baptême. Vous étiez pour le Banque Populaire 11 cette semaine. Regardez, on va peut-être même entendre le décompte sur ce fabuleux bateau qui va prendre demain la direction de la route du café, la Jacques Vabre. Regardez. Voilà cette bouteille de champagne brisée sur le bateau. C'est une tradition. Roland Jourdain, il ne faut pas rater ce moment-là, hein. Surtout pas. On n'est pas superstitieux, ça porte malheur. Mais si ça casse pas du premier coup, ça grince quand même un petit peu dans le fond. Alors j'ai vu récemment que les Américains, parce que les Américains ont baptisé leur bateau à Concarneau l'autre jour, alors ils s'embêtent pas, ils débouchent et ils versent le champagne sur la coque. Il y a moins de risques. Donc, bon, en tout cas, on essaie de le faire correctement. Une question vraiment pour vous, Fabrice Tomaso, pour le groupe IDEC. Le bateau que vous avez, il est vraiment sensationnel. Il est vraiment remarquable. Parce que 2010, il gagne la route du Rhum. Il s'appelait Groupama avec Franck Camas. 2014, c'est le Banque Populaire qui remporte et qui fait tomber vraiment le record. Loïc Perron qui avait remplacé Armel, le Cléache, mais vraiment au débeauté. Armel qui s'était blessé à une main.
Et puis 2018, il change de couleur. D'ailleurs, à l'arrivée, il y avait du bleu sous le rouge d'IDEC. Eh bien, c'est IDEC qui remporte ce bateau. Il a été bien né. Il a quelque chose quand même. Ah, ce bateau, il a quelque chose, parce qu'on parle de la Route du Rhum avec ses 3 victoires, mais on peut aussi parler de Tour du Monde, puisqu'il a avec Franck Hamas, fait le trophée Jules Verne, et il est toujours encore d'ailleurs détenteur du trophée Jules Verne. C'est toujours le bateau le plus rapide au Tour du Monde encore aujourd'hui, en équipage, parce qu'il a fait le Tour du Monde en un peu plus de 40 jours. Ce bateau, il est de 2006, c'est une plateforme, comme on dit dans le milieu, c'est une plateforme bien née, et qui a été bien menée aussi par des marins chevronnés. Hein. Vous avez parlé de Franck Hamas, parlé de Loïc Perron, et c'est vrai que pour cette Route du Rhum en 2018, c'était pas vraiment attendu, mais c'est arrivé mythique, toute l'histoire derrière et autour de ce bateau-là. Et vous avez vu Francis d'ailleurs en parler. Il remerciait le bateau aussi de l'avoir amené jusque-là, sur cette première place. On va faire questions et réponses rapides. Vincent ? Une question à Roland Jourdain. Être skipper, faut être aussi en forme physique. On voit que Armel Lecléache est assez affûté, je trouve, à la télé. Comment vous vous préparez physiquement, vous, pour une course de ce type ? Oui, il y a une préparation physique. Là, moi, je peux bien en parler en ce moment parce que je ne prends pas le départ de la Jacques Vabre à cause d'une hernie discale qui me cloue un petit peu au sol. Donc, je ne sais pas si c'était un manque de préparation ou de la malchance. Bref, elle est arrivée au mauvais moment. Donc, il y a un travail de fond musculaire. Ça dépend. Je veux dire, ça dépend des âges, ça dépend des gabarits. Moi, ça serait plutôt sur du stretch et de l'agilité, on va dire, et d'autres ont besoin de se faire musculairement. C'est quand même un des seuls sports où hommes et femmes peuvent être sur la même ligne de départ. Donc il n'y a vraiment pas qu'une histoire de force musculaire. Et souvent, le muscle est un ennemi d'ailleurs, parce qu'on peut être taillé comme un rugbyman et faire 150 kilos. Si on se croit plus fort que la nature, ça ne marche jamais. Donc affaler un spi trop tard ou prendre un riz trop tard, enfin, ça fait de la casse de matériel. Et pour avoir navigué avec des plus petits gabarits que moi et puis pas mal de filles, on parlait d'Hélène MacArthur tout à l'heure. Et Hélène, c'est pas du tout une taille XXL, mais dans l'anticipation, dans la réflexion, d'une manière générale, dans la vie, les femmes ont pas mal de choses à nous apprendre, mais en l'occurrence, dans décisions tactiques et stratégiques sur un bateau, ça marche aussi. Et donc, évidemment, il faut une bonne préparation, quel que soit le gabarit qu'on a, mais au contraire d'autres sports, il y a du physique et beaucoup de mental, quoi. Donc, En tout cas, j'aimerais que l'on remercie vraiment énormément depuis Le Havre, vraiment Patricia Brochard, présidente de la classe ultime et coprésidente du groupe Sodebo. Samuel Tual, le PDG d'Actuel, merci à vous deux d'avoir participé à ce TVR BPGO Business Club en association et en partenariat avec Ouest France. Merci et en tout cas, excellent départ pour vos navires demain. Merci Samuel, merci Patricia. Nous allons tourner une dernière page pour arriver dans la quatrième et dernière partie de cette émission spéciale Go pour son trimaran Banque Populaire 11 sur le Rhum. Il s'agit du parrain du bateau d'Armel Lecléache. Lorsque Maurice Bourrigaud, journaliste reporter d'images et grand intervieweur, se permet de vous présenter une interview en exclusivité pour cette émission avec le président des JO de Paris 2024, le 3 fois champion olympique de canoë, c'est bien évidemment Tony Estanguet. C'était sur les pontons du Havre. Écoutez, c'était il y a 2 jours. Tony Estanguet, vous venez de baptiser le Banque Populaire 11 qu'Armel Lecléache va s'emparer pour gagner la Route du Rhum. Vous avez témoigné de beaucoup d'émotions. Oui, c'est une grande émotion, c'est une grande fierté surtout, parce que c'est vrai que c'est un bateau qui fait rêver. Moi, je suis dans ce monde-là des bateaux. J'ai toujours travaillé pour essayer d'améliorer mon petit canoë qui mesurait 3 mètres de long et de voir cet ultime qui est magique, qui est pour moi vraiment la perfection à l'état pur. J'ai trouvé ça fascinant et j'ai pris beaucoup d'émotions effectivement. C'est une immense fierté parce qu'en plus Armel c'est un très beau champion avec des valeurs. Donc moi j'ai vraiment passé un très bon moment et j'espère vraiment que ça va donner une bonne énergie positive à Armel et Kevin. En tout cas merci d'être le parrain et puis les JO Paris 2024, vous êtes à fond, spectaculaire, révolutionnaire, durable. Il y a tout pour organiser de grands jeux. Effectivement, on est aujourd'hui
à J-1 an, à J-1 pardon, du départ de la Transat, à J-1 an de la route du Rhum. Il y a des événements sportifs incroyables. C'est important pour Armel d'avoir ces perspectives de réussite. Et puis ensuite, il y aura Paris 2024 dans un petit peu moins de 1000 jours maintenant. Et on fait tout pour organiser des beaux jeux dont les Français seront fiers. Il y a tout pour organiser un très bel événement sportif. Donc comptez sur nous. Merci Tanguy Estanguet. Merci. Merci. Voilà, merci Maurice pour vraiment cette interview de Tony Estanguet. Nous allons passer à cette dernière partie avec 4 personnes que nous souhaitions absolument avoir sur ce plateau. Victorien Hérussard, merci beaucoup parce que vous êtes navigateur, vous avez effectué vraiment un palmarès 4 Jacques Vabre, une route du Rhum, 2 Québec-Saint-Malo. Vous nous parlerez dans un instant que Energy Observer, qui est votre grand défi, mais qui a une réalité, eh bien cette idée est venue, vous nous expliquerez, au milieu de l'Atlantique. Merci également à Christian Roussel, le président de la SNBSM, vraiment cette société nautique de la baie de Saint-Malo, très très importante. Plus de 400 bénévoles à l'occasion de la dernière route du Rhum. Nous sommes très heureux d'avoir Jean-Marc Trian également avec nous, PDG du groupe Lamotte, et votre bateau partira demain du Havre avec Luc Berry et son co-skipper pour rallier eh bien, la Martinique avec votre bateau classe 40, donc Lamotte Module Création. Et notre confrère, grand skipper aussi, qui navigue énormément, Jean-Marie Biette, le président de Voile et Voilier. On a voulu tous les 4 vous réunir sur ce plateau pour parler de l'impact médiatique, sportive, culturelle et même au-delà de cette épreuve qui part de Saint-Malo et qui arrive en Guadeloupe, la route du Rhum, aujourd'hui destination Guadeloupe. La première question pour vous, Véronique. Oui, peut-être pour Jean-Marc Trian. Voile et Voilier accompagne cette course depuis des années. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette course et quel est le rôle de Voile et Voilier pour continuer à promouvoir ces grandes valeurs d'aventure humaine à travers le dépassement? Et la réponse de Jean-Marie Biette. Alors en fait, la route du Rhum, pour nous, c'est comme beaucoup de gens, c'est très important parce que c'est une course, on en parlait tout à l'heure avec Gérard Petitpas, c'est une course qui est bien née. Donc elle est très très suivie, que ce soit dans notre magazine ou sur notre site internet. Elle est très suivie parce que sa naissance, on s'en souvient tous, c'est-à-dire que les Français, les Anglais, et il n'y a aucun parallèle avec ce qui est l'actualité dans ce moment, les Anglais ont voulu faire la nique aux Français qui gagnaient la Transat anglaise, et donc ils ont, si je me souviens bien, raccourci un petit peu les possibilités des bateaux français. Donc on a créé cette course de la route du Rhum. Et la première édition, ça a d'abord été une fête fabuleuse ici à Saint-Malo. Et puis, elle a été marquée par la victoire de Mac Birch, on en a parlé tout à l'heure. Officiellement, les multicoques allaient plus vite que les monocoques, ce qui n'était pas du tout évident à l'époque. Et puis, il y a eu malheureusement la disparition d'Alain Collat. Et les Français ont pris cette course comme étant, sans mauvais jeu de mots, un peu les Champs-Élysées de la course au large. Parce que ce lanceur de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre a vraiment, et puis avec ses arrivées incroyables derrière Basse-Terre, a eu les faveurs du public habitué à la voile, mais du grand public en général. C'est vraiment une course qui est extrêmement suivie. Donc pour nous, c'est important. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Notre travail du mieux possible. Et comme les marins, on partage ce goût de l'humilité, c'est-à-dire pas les vedettes, c'est bien eux, c'est pas nous. Et donc de présenter les choses simplement et le plus complètement possible. Alors, juste pour signaler que Jean-Marie Biette a gagné le Tour des Diques à la voile. Et même un Tour de Guadeloupe une fois. Voilà. Et j'aimerais juste parler quand même de vos ouvrages, parce que vous écrivez, et vous avez fait un très bel ouvrage, un polar autour du Vendée Globe. On rappelle le titre. Mort à bout de course. Voilà, et c'est extraordinaire. Mort à bout de course, il faut absolument lire ça. Et vous êtes en train d'écrire un ouvrage autour de la route du Rhum. Hein. Absolument, et c'est pour ça que j'étais hier soir au bar de l'Univers en repérage et en enquête difficile. Et c'était vraiment, ça a été, c'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile. Vincent. Alors Jean-Marc Trian, une question pour vous. Donc, vous êtes promoteur immobilier à Rennes. Vous sponsorisez 2 types d'activités. Vous faites du rugby, vous sponsorisez le reg rugby
et la voile. Pourquoi vous êtes allé sur la voile? Alors, je crois que c'était avant, vous faisiez le rec, et après, vous êtes parti sur la voile. Pourquoi la voile aujourd'hui? Bah, écoutez, la voile, déjà, moi j'ai souvent l'habitude de dire il y a un projet, un homme, et puis évidemment un territoire. Donc la voile, moi, c'est une passion personnelle. Et puis j'ai rencontré un garçon, Luc Berry, en 2014. On lui a donné un premier coup de main pour faire la Mini Transat. Il a d'ailleurs fini 2e, donc c'était déjà une performance incroyable. Et puis j'ai demandé à Luc de venir d'abord en comité de direction La Motte pour présenter son projet. J'ai vu un garçon avec des outils, une capacité de communication hors du commun pour nous. Donc après, il est venu au vœu du REC. Et on s'est dit qu'avec ce garçon-là, et c'est pour ça que je me reconnais vraiment dans les expériences d'Actual et de Sodebo, c'est sur le long terme qu'on découvre ces collaborations. Et dès donc 2016, on a eu l'idée de faire ce projet Classe 40. Il nous fallait un co-sponsor. La Module Création est apparu alors avec Module Création. Donc on avait trouvé le bonhomme. La passion, on l'avait de façon commune. Et puis donc ce projet est né. Et on continue puisqu'on construit un 2e bateau pour la route du Rhum 2023. Luc Berry ne fait pas de rugby. Il joue pas. Non, 2022, ouais. Non, Luc Berry ne fait pas de rugby. Non. Maurice. L'aventure des hommes, c'est Francis Joyon qui doit se souvenir des 3000 francs que lui avait donné la Banque Populaire il y a 32 ans pour réussir à partir. Parce que quand il manque 3000 francs, il manque 3000 francs. À l'instar de Roland Jourdain, qui oscille entre la voile et l'innovation, on y reviendra peut-être, j'ai une question pour Victorien Russard. Victorien, vous êtes devenu industriel. Alors, on a le plaisir de vous accompagner, Banque Populaire, depuis l'origine du projet Energy Observer. Mais aujourd'hui, vous avez également le début d'une industrie. J'aimerais que vous parliez très clairement pour le grand public des 4 moyens d'avancer pour un bateau, 4 ou 5 énergies naturelles, et puis également de votre projet industriel. Donc, du début jusqu'à maintenant. Donc, alors moi je suis natif de Saint-Malo, j'ai commencé par la voile légère, donc j'étais athlète de haut niveau, route du Rhum, quelques transats Jacques Vabre en multicoque, donc voilà, avec des soutiens d'entreprises locales à l'époque, c'était la laiterie de Saint-Malo. Sur une transat Jacques Vabre, je me retrouve donc en plein milieu atlantique entre les îles du Cap-Vert et le Brésil sans énergie, c'était en 2013. Et j'ai trouvé que nos bateaux n'étaient pas assez intelligents et qu'on misait un petit peu trop à l'époque sur les générateurs diesel. C'était l'arrivée des premiers panneaux solaires, des éoliennes, etc. Et donc, en parallèle, moi je suis officier de marine marchande, polyvalent. Donc, je naviguais à la BAI, Brittany Ferries, compagnie armoricaine de navigation, Ponant, etc. Donc j'ai cette polyvalence de la voile et de la marine marchande. Et donc j'ai voulu fusionner un petit peu les deux à travers cette expérience sans énergie au milieu de l'Atlantique pour me lancer, pour m'écarter un petit peu des aventures sportives et me lancer dans une aventure technologique. D'où l'idée d'Energy Observer, de créer ce navire laboratoire qui symbolise les énergies digitalisées, décarbonées, les smart grids. Donc voilà, ce bateau est né à Saint-Malo. Alors, c'est un reconditionnement, c'est un bateau qui a un sacré parcours. Parcours, hein, oui. Il a gagné le trophée Jules Verne avec Sir Peter Blake à l'époque. Il avait eu le record de la traversée de l'Atlantique avec le skipper d'Enza, Mike Birch. Si, c'est Mike Birch, si, bien sûr. Et donc, on l'a reconditionné en vaisseau du futur. Alors, à l'époque, il fallait trouver des fonds. Et la BPGO, vous avez été les premiers à me faire confiance. La ville de Saint-Malo également, avec Saint-Malo Agglomération, qui nous a facilité la vie pour construire ce bateau. Au début, c'est un peu comme toi, Roland, personne croyait à ces technologies zéro émission. Et le parrain du bateau, c'était donc Nicolas Hulot, qui venait d'être ministre d'État. Il m'appelle un jour, il me demande d'embarquer en baie de Saint-Malo le Premier ministre Édouard Philippe, pour qu'ils puissent toucher en fait ces technologies, ces briques technologiques, donc la mixité énergétique, l'éolien, le solaire, l'hydrolien, le stockage court terme batterie et l'hydrogène produit à partir de l'électrolyse de l'eau de mer. Donc c'est une formidable façon de comprendre toutes ces technologies. Et donc on est parti faire notre tour du monde. Ça fait 4 ans maintenant qu'on a quitté Saint-Malo. On reviendra en 2023, 2024 même.
Et donc, à travers cette exploration, on a sensibilisé beaucoup d'industriels, beaucoup de médias, beaucoup de décideurs politiques. Et donc, on s'est dit qu'avec tout notre savoir-faire, il était dommage de ne pas aller plus loin. Et donc, avec la collaboration de nos partenaires sponsors et mécènes, on a créé Energy Observer Développement, encore soutenu par la BPGO. Et donc, on produit industriellement maintenant des générateurs hydrogène. C'est une alternative aux générateurs diesel, permettant de décarboner, par exemple, les événements. Et puis également les navires, parce qu'on a développé aussi un pack hydrogène pour tous les chantiers navals. On commence à travailler avec Fontaine-Pajot, avec Beneteau. Et donc voilà, donc l'aventure se poursuit comme cela, vers une nouvelle aventure industrielle. Et vous Mais avez c'est pas tout, illuminé, il y a plein d'autres choses. Et vous avez illuminé la Tour Eiffel. Et oui, en fait, alors avec les problèmes de Covid, hein, là actuellement le bateau il est à l'autre bout du monde, à Nouméa. J'ai mon équipage qui s'apprête à partir dans quelques jours pour rejoindre Singapour. On a notre village, donc on a reconfiguré, qu'on a remis à jour complètement, qui sera très certainement présent sur le village de la Route du Rhum l'année prochaine. Et donc on l'a inauguré sur la place Jacques Rueff, devant la Tour Eiffel. Et donc avec la ville de Paris et la société d'exploitation de la Tour Eiffel, on a fait cette illumination, ce son et lumière, avec comme symbole cette énergie hydrogène décarbonée. Voilà. Véronique, une question? Je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est un magnifique projet, hein, porteur d'avenir. Véronique. Oui, une question aussi à Victorien Russard. Justement, vous êtes très, très engagé dans ces énergies nouvelles et en même temps, avant d'être ambassadeur des énergies vertes, vous avez créé un défi qui s'appelle le défi Voile solidaire, qui porte des valeurs aussi humanitaires et des services aussi aux patients. Donc, oui. En tant que directrice d'un hôpital du CHU de Rennes et présidente du Fonds Nominoé qui développe aussi des actions en faveur des malades, quel lien vous faites entre ces engagements finalement ? Alors, il est vrai que j'ai créé en 2010 le défi Voile solidaire en peloton. J'étais skipper des navires de course qu'on avait avant Thibaut-Vauchel. Et donc, ouais, je crois que c'est une histoire en fait qui vient de ma compagne, où elle se demandait pourquoi je mettais autant d'énergie, d'ambition sur la course au large. Et donc, c'est à travers des rencontres où on s'est dit que c'était intéressant donc d'associer un défi sportif à un défi sociétal. On a été parmi les premiers à l'époque à développer cette association, en même temps qu'initiative Cœur Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et donc voilà, et en fait on s'est rendu compte que c'était une excellente façon de promouvoir une cause. En l'occurrence, nous, c'est la fondation ARCEP, l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Donc on avait ces défis sportifs et on avait cette faculté de réunir tous ces patients qui comptaient sur nous et ça nous donnait encore plus d'énergie. Et donc voilà, l'aventure se poursuit et Thibaut prend le départ de la Jacques Vabre demain avec son trimaran multi 50. Océan 50, pardon. Voilà, parce que ça a changé d'appellation. Une question, Vincent. Oui, Christian Rouxel, président de la SNBSM, pardon. Il vous faut 400 bénévoles. Est-ce que vous les avez tous à un an du départ, les 400 bénévoles? Ah oui, on les aura, il n'y a pas de problème. On commence à recruter. On a déjà à peu près sur les 400 de la dernière édition, il y en a au moins 300, 320 qui veulent revenir, donc il n'y a pas de souci. On va juste à compléter un petit peu. Mais bon, la SNBSM, effectivement, est très, très liée à la Route du Rhum depuis son tout début, puisqu'au début, c'était des gamins du club et des scouts de Saint-Malo qui aidaient à faire que tout se passe bien avant le départ de la Route du Rhum. C'est une bonne histoire. Et puis, on parle toujours évidemment de Michel Etévenon, grand créateur, mais à ses côtés, il y avait Yannick Jardin, qui était du club de la SNBSM, qui a fait partie un petit peu de la conception de la Route du Rhum, évidemment, qui a été brillamment reprise par Michel Etévenon. Donc il y a une longue histoire avec la SNBSM. Et oui, la SNBSM à qui l'on doit aussi des épreuves. Monsieur le maire, Gilles Lurton, c'est très important pour le paysage tout au long de l'année, avec des épreuves comme les Vespérales au beau jour, également le raid des Barouds, le raid aussi... Alors on a beaucoup de régates. Hein. Oui, voilà, on peut en donner quelques-unes. Trentaine d'événements à Saint-Malo, d'événements nautiques. Et j'ai tendance à dire, d'ailleurs j'aime beaucoup la Route du Rhum, mais qu'il faut aussi faire des choses entre les routes du Rhum. C'est en train de se faire. On a eu la 40 Malouine là, qui s'est insérée avec les classes 40 entre deux routes du Rhum. On a quand même pas mal de choses. C'est très important parce que nous, notre volonté en tant que club nautique, c'est d'essayer de former un maximum de jeunes
Et tous ces événements incitent les gamins, les gamines à venir faire de la voile. Et les années de Route du Rhum, on le voit bien, puisqu'on a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus d'inscriptions. Et c'est fondamental, puisqu'on veut qu'il y ait un maximum d'enfants formés à la mer. Est-ce que c'est comme ça que vous avez repéré le petit Victorien Russard à l'époque Alors oui. Alors, je ne vais pas raconter des choses qui ne sont pas racontables, mais il était assez percutant sur les optimistes. Il y en a qui pourraient dire des choses. Mais voilà, début à la SNBSM sur Optimiste, et aujourd'hui, on est très fiers de ce qu'il fait. On trouve ça formidable. Et en tout cas, c'est vraiment important d'avoir à la fois la masse, c'est-à-dire tous ces Malouines, Malouins qui naviguent, et puis d'avoir aussi ces champions. D'ailleurs, nous allons vous proposer, avant la fin de cette émission, vraiment une interview, là aussi, d'un Malouin vraiment connu, vraiment admirable, sympathique. Il s'agit de Kevin Escoffier qui va être engagé aux côtés d'Armel Lecléache sur Banque Populaire 11. On l'a rencontré lui aussi sur la base de Lorient. Il a gagné la Jacques Vabre avec son père Franck-Yves en 2005. Il a remporté également le trophée Jules Verne Maxi Banque Populaire 5. C'était en 2017-2018. Également la Volvo Sharon sur Dongfeng Race Team en 2020. Et puis vraiment on se rappelle de ce Vendée Globe où il est naufragé sur PRB et puis il réussit à être sauvé par Jean Le Cam. En tout cas, sa détermination est complètement entière, passionné par la voile, passionné par la vie et également passionné à l'idée de pouvoir témoigner de cette émission. On l'écoute, Kevin Escoffier. Bah alors déjà, hâte de reprendre la mer, ça c'est certain. Hâte de reprendre la mer sur un aussi beau bateau que le Banque Populaire 11, sur lequel j'avais eu la chance de participer un petit peu à la conception avant de partir sur le projet PRB. Mais c'est vrai qu'on est toujours aussi proche des échéances, on est toujours partagé entre avoir hâte d'être au départ et également un petit peu retenir ces moments où il nous reste un petit peu de temps de préparation, etc. Puisque c'est vrai que le bateau a été mis à l'eau fin avril. Ce sont des bateaux compliqués. Forcément, on a eu quelques petits soucis. On a cassé une dérive il n'y a pas très longtemps, etc. Donc, on a toujours envie de profiter du temps qui nous reste pour fiabiliser et découvrir, apprendre au maximum le bateau sur lequel on va prendre le départ. Encore une fois, on est des compétiteurs. Encore une fois, on a toujours envie de gagner. Mais ça reste la mer. Mais aujourd'hui, ça reste la mer. Et encore une fois, il faut adapter, je pense, sa façon de naviguer au projet et au bateau. Si on partait avec un bateau qui avait 2 ans, fiabilisé, où on avait rencontré toutes les conditions météo, je vous dirais tout de suite, on part pour la gagne. Aujourd'hui, on part d'abord pour pouvoir amener ce bateau-là en Martinique, accumuler des milles, apprendre, et j'ai aucun doute que si jamais on navigue bien, il y aura le résultat au bout. Mais aujourd'hui, on reste des outsiders par rapport à certains bateaux qui sont à l'eau depuis très longtemps et que les skippers connaissent parfaitement. Et nous, on a surtout envie de naviguer proprement et d'amener ce bateau-là en Martinique. Et amener Armel dans les meilleures conditions pour la Route du Rhum en 2022. Il nous l'a dit tout à l'heure, et on le sait, ce trophée, il lui manque à son palmarès énorme. Ouais, ce sera un objectif pour lui. C'est ça, exactement. Quand je parle d'avoir en tête le projet, c'est ça. Aujourd'hui, la Jacques Vabre, bien évidemment, qu'on n'y va pas pour regarder les autres naviguer. Bien évidemment qu'on va mettre toute notre énergie pour faire le meilleur résultat possible. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'objectif principal du Team Banque Populaire et d'Armel en particulier, quand on connaît son historique sur la Route du Rhum, ça reste la Route du Rhum 2022 au départ de Saint-Malo. Kevin, une dernière question. En 2022, cette Route du Rhum, puisque nous en parlons aujourd'hui avec tous nos invités, émission vraiment spéciale, vous y serez au départ, mais alors non pas concurrent d'Armel, parce que vous serez sur IMOCA. C'est ça, avec le nouveau PRB qui sera mis à l'eau donc l'année prochaine, fin mars, début avril à Lorient. Et j'espère donc être bien au départ dans les meilleures conditions, au départ de ces Routes du Rhum, dans ma ville natale encore, donc dans ma ville natale. Donc ça a vraiment pour moi un goût particulier. Voilà, avec Kevin Escoffier. Merci vraiment à lui. Le temps a passé trop vite. On va quand même vraiment avoir le temps d'écouter les réactions de celle qui a illuminé le dernier Vendée Globe. Elle a terminé 12e en 87 jours, 2 heures et 24 minutes. Ça en fait la femme la plus rapide du Tour du Monde. Clarisse Kremer sur Banque Populaire 9. Écoutez-la. Elle était elle aussi à Lorient. Elle nous a évidemment parler de son après Vendée Globe et puis surtout elle nous a livré vraiment un projet et une information de première main. Écoutez-la. Eh ben, ça se passe plutôt bien. C'est vrai que j'avais toujours entendu dire que c'était une période un peu particulière, notamment après un premier Vendée Globe pour
atterrir et se rendre compte un peu de ce que ça fait d'avoir fait le tour du monde. Et ça m'a mis un petit peu de temps pour réaliser que j'avais fait le Vendée Globe et pour me reposer aussi. Ça prend un peu de temps de se sentir bien physiquement. Mais donc du coup, non, ça se passe bien. Je suis encore en construction de mes prochains projets et ça demande de la réflexion et de savoir exactement ce qu'on veut. Donc voilà, disons que c'est une période un peu floue avec pas mal de découvertes, mais globalement, c'est assez chouette. On a vraiment envie de connaître vraiment vos projets. On a vraiment hâte de vous retrouver à bord d'un bateau. Oui, bah moi, je suis à partir du Cap de Bonne-Espérance, à peu près pendant le Vendée Globe, je me suis dit que zut, j'allais avoir envie d'y retourner. C'est un peu comme découvrir un nouveau pays dont on tombe un peu amoureux et on se dit que c'est pas possible de ne pas y retourner un jour pour le découvrir plus en profondeur. Donc assez vite après le retour du Vendée Globe, j'ai exprimé j'ai exprimé mon envie d'y retourner. Et donc là, c'est super chouette parce que donc avec Banque Populaire, je vais avoir l'occasion d'y retourner dans des conditions encore plus optimales avec un bateau de génération 2020 pour véritablement plus jouer la performance et plus jouer la compétition. Et donc voilà, ça va être ça mes nouveaux projets. Après, il y a des petits détails logistiques parce qu'il y a vraiment beaucoup d'envie et de demandes autour du Vendée Globe. Donc il n'y a pas beaucoup de bateaux disponibles et a priori, moi, je n'aurai pas de bateau avant la fin de la Route du Rhum. Et donc ça va être un projet plutôt sur 2 ans pour préparer le Vendée Globe 2024. Voilà, en tout cas, elle a vraiment fait parler d'elle, très active sur les réseaux sociaux et une magnifique course qui l'a amenée à la 12e place et surtout le record féminin pour cette épreuve, là aussi sensationnelle, le Vendée Globe. Il nous reste 5 minutes pour refermer cette émission spéciale. On va essayer de faire un tour de table avec nos 3 chroniqueurs et notre grand témoin, Roland Jourdain. On va démarrer, Maurice ? Oui, on le voit, c'est une grande famille. Hein. Le monde des armateurs, le monde des voileux, le monde de la mer, c'est une grande famille. On le voit, Kevin retrouvera PRB, qui est une magnifique entreprise de Vendée, à côté de Sodebo, après ce détachement près des banques populaires qu'il connaît par cœur. Marie Barsac et Tony Estanguet cherchent 40 000 bénévoles. Alors à tous ceux qui auront 18 ans dans 2 ans et demi, il faut leur offrir cette magnifique perspective. Dans la famille Lecléache, cher Bilou, vous avez quelle admiration ou quel commentaire sur Armel, qui a concouru lui aussi contre son papa. Et vous avez navigué avec son frère. Ouais, il y a 20 ans. Oui, on a gagné la Transat Jacques Vabre ensemble avec Gaël. On a travaillé ensemble sur la préparation. Il était ce qu'on appelle boat captain, enfin responsable du bateau pour ma première campagne Vendée Globe. Armel, on a été plutôt concurrents. On a rarement navigué ensemble en fait, donc il m'a chatouillé, j'ai chatouillé, enfin voilà, et puis depuis et voilà, sans commentaire, c'est brillant ce que fait Armel, et puis bah voilà, c'est une dynastie, hein, les Lecléache, donc famille, très bon choix du sponsor. Armel Lecléache qui a remporté la 8e édition du Vendée Globe, c'était vraiment en 2016-2017 en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes. Les secondes comptent lors d'un record. Premier marin également à terminer 3 fois le Vendée Globe sur le podium. Également 2 fois vainqueur de la Transat AG2R et puis vainqueur de la Transat anglaise. Voilà pour ce palmarès. Véronique, une question à Bilou. Oui, une question, puisqu'on vient d'entendre Clarisse Camer et les navigatrices sont finalement en nombre assez faible, même s'il y a très grandes comme Florence Artaud, notamment sur la Route du Rhum. Comment vous voyez la place des femmes dans ces grandes courses au large ? Je dirais de la même façon que dans la société civile et terrestre, dans toutes les entreprises ou ailleurs, on a le logiciel à modifier. C'est pas facile pour les femmes. C'est pas facile pour les femmes. On fait comment quand on a des enfants ? On fait comment ? Enfin, il y a tout. C'est pareil et peut-être pire pour la course au large que pour d'autres activités. Mais quand même, là, dernièrement, et il y a des initiatives en plus pour promouvoir l'accès aux femmes. Elles sont 14, je crois, qui prennent le départ demain. Sur la Route du Rhum prochaine, je ne sais pas. Après un pic très bas, on a quand même, mais il y a du boulot, on ne va pas se voiler la face. Très rapidement, une dernière question, ce sera pour vous, Vincent. Il vous reste 1 an avant de partir. Est-ce que la pression monte petit à petit
on se prépare psychologiquement à finalement on reste serein toute l'année pour que le jour J on soit opérationnel? Non, la pression là, depuis le démarrage, parce qu'on se lance un challenge technologique alors qu'on maîtrise, nous, la fibre de lin, ça fait de nombreuses années qu'on travaille dessus. C'est d'abord ce challenge-là. On a la chance d'avoir des partenaires comme le bateau est construit au chantier Outre-mer, donc qui est un partenaire de connaissances, mais on amène un nouveau process. C'est comme si on allait arriver chez Renault et Peugeot en disant on veut la même, mais vous la faites dans ce matériau-là. On a la grande chance d'avoir Terre de Lin, une grande coopérative de lin qui fait le meilleur lin. On a le meilleur lin du monde en France, faut le dire. Donc voilà, on a la Fondation Bureau Vallée qui nous accompagne aussi, donc ça solidifie le projet. Donc moi j'ai la pression sur la construction du bateau. La route du Rhum n'est pour moi qu'un premier chapitre, c'est la preuve de concept, mais les partenaires qui sont dans ce projet, et d'ailleurs on en embarque d'autres, mais je veux embarquer des partenaires qui cherchent du sens à ce qu'ils font. Et pour moi, la pression, c'est de réussir ce projet bien au-delà de la route du Rhum. Et le pitch, en fait, c'est il y a plus demain, il n'y a plus de marins, il n'y a plus de terriens, on est tous des mériens, quoi. Il faut qu'on se mette une bonne fois pour toutes, tous dans le crâne que tout est un tout, et c'est ce challenge. Alors la route du Rhum, évidemment, j'aurai le temps d'avoir la pression du départ et tout ça va venir. Je vais pas dire que c'est une routine, ça serait vache de le dire, mais je sais comment ça va monter au fil des mois. Mais moi, pour moi, l'important, c'est que ce projet il rayonne le plus possible, et c'est cette pression-là que j'ai dans le moment. Merci beaucoup en tout cas Roland Jourdain pour toutes ces informations. Je crois qu'on peut vous applaudir vraiment très fort. Merci. Et avec ces applaudissements, l'ensemble des invités prestigieux qui ont rythmé cette 1h30 de discussion pour ce Go pour son trimaran Banque Populaire 11 sur le Rhum, avec bien évidemment Armel Lecléa. J'oubliais qu'il avait tout à l'heure, en vous disant qu'il a remporté 3 solitaires du Figaro. Et lorsque l'on connaît la difficulté de l'épreuve, c'est assez remarquable. Il sera aux côtés de Kevin Escoffier. Merci encore à tous. Merci cher Maurice. Merci en tout cas Véronique. Merci aussi Vincent. Cette émission TVR BPGO Business Club en association avec Ouest France est terminée et se referme. À très vite. Merci à toutes et à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.